Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Kim Lévesque, présidente de SPI. Vous découvrirez comment la discipline et le pragmatisme peuvent forger une leader à succès, un échelon à la fois. Bonne écoute! Bienvenue, Kim Lévesque. Très contente que tu sois ici. Très contente d'être ici. Ben oui, écoute, on va avoir la chance de discuter ensemble dans un contexte hors travail, parce qu'on collabore ensemble. Je connais SPI depuis des années, tout ça. Mais je me rappelle, la première fois que je t'avais rencontré, c'était dans une rencontre de préparation à l'annuel. Puis tu me posais des questions, puis tu me challengeais. Ouais, mais ça va servir à quoi de faire ça? Ouais, mais pourquoi qu'on fait ça? Moi, toi, tu t'en rappelles pas? Je faisais ça, moi? Oui, je m'en rappelle très bien. Mais justement, j'apprécie la collaboration. Puis, aujourd'hui, tu es rendue présidente de SPI. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est le fun. C'est la première fois qu'on a invité une invitée qui n'est pas nécessairement entrepreneur et président, mais qui a un parcours rêvé. Quand on rêve d'une carrière puis de monter les échelons, c'est le parcours de Kim. Fait que je fais que ça sortait vraiment. Fait que ça sort. Alors, mais dans le fond, je voudrais comprendre, c'est quoi ton histoire? D'où ça part? Tu as fait tes études en quoi? Fait que je veux connaître Kim. OK. On part de loin, là. On part de loin. De ton enfance. OK. Est-ce que tu as envie de me raconter? Écoute, je viens d'une famille qui reste dans le coin ici. Je suis née à Sainte-Thérèse, 2 frères, d'une famille classe moyenne, mais des parents très attentionnés et très compétitifs sur d'eux. Puis je pense que quand j'étais jeune, c'est ça qui nous ont instauré beaucoup d'indépendance, beaucoup de, the sky's the limit, you can do anything you put your mind to, des expressions comme ça. Fait que ça nous a vraiment poussé à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense que ça a été quand même marquant dans ma vie. Puis après ça a été, j'ai grandi en faisant de la gymnastique au niveau élite. Okay. Donc, à m'entraîner 25 heures par semaine dès l'âge de 7 ans. Wow! Fait que ma vie était assez occupée à 7 ans. Je finissais l'école, il était comme 3h15. Puis, je mangeais à 3h20. Puis, à 4h, j'étais au Centre Claude Robillard à Montréal à m'entraîner. Wow! Et mes parents ont fait ce sacrifice-là. Je m'entraînais 5 fois par semaine. Fait que ça m'a apporté une certaine discipline. J'avais vu Nadia Comaneci aux Olympiques. Et là, ça trahit mon âge, hein? Mais j'avais comme 2 ans et demi. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je disais, moi, c'est ça que je veux faire. Et c'est de là, c'est parti. Peut-être travailler fort, se donner, persévérer. Puis, fait que j'ai été à l'école, mais je m'entraînais beaucoup. Fait qu'à l'école, je faisais mes études pendant les cours. J'ai jamais vraiment étudié après l'école. Et puis, c'est à ce moment-là, là, tu sais, de prendre un beat, on parle des rythmes, des rencontres. Moi, c'était un beat quand même assez rapide, puis d'être habitué de tout le temps être dans le mouvement, dans l'action. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est quasiment commun, là, tu sais, des sports-études, tout ça, mais à l'époque, il n'y avait pas ça du tout. Non, là. non, pas du tout. Parce qu'il n'y avait même pas de club de gym dans le coin. Il fallait être à Montréal là, pour avoir un bon club, oui. Il fallait que tu ailles à Montréal. Puis tu as fait de la gym jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans. J'ai quelque chose dans le dos qui a fait qu'il a fallu que j'arrête. Ça a été quand même un petit choc parce que quand tu t'entraînes, j'avais commencé peut-être dans le coin ici à 5 ans à faire de la gymnastique, mais pendant 7 ans, puis tu as un rêve. Oui. Puis tu ne l'atteins pas. Parce que là, il t'est arrivé une blessure, tout ça, puis là, tu as été obligé d'arrêter. D'arrêter complètement. Oh, wow! Sinon, j'avais des chances de rester paralysée. Fait que j'ai arrêté. Ça a été un deuil. Puis
Puis, tu sais, c'est là, des fois, tu te reposes la question, mais pourquoi, tu sais, pourquoi tu persévères ou pourquoi Puis, tu vois dans ton passé, des fois, tu as des échecs, puis tu meurs pas. Ouais, tu meurs pas, tu réussis à passer au travers. Pour moi, c'était un échec, c'était quelque chose qui m'a affectée. Puis après ça, je dis, OK, je vais avoir le temps de voir des amis, je vais avoir le temps d'avoir des amis, et puis on passe à l'autre étape. Fait que quand j'ai fini la gymnastique, je dis là, je me rappelle, j'étais dans l'auto de mes parents avec mes frères, puis je dis, moi, là, je vais être une femme d'affaires plus tard. Elle disait ça, j'avais 12 ans. Ouais. Puis j'avais aussi dit, mais ça a changé depuis le temps. Moi, c'est mon chum qui va s'occuper des enfants. Okay. Puis moi, je vais travailler. Là, c'est pas ça. Puis c'est pas ça non plus que je voudrais nécessairement. Mais ça démontrait juste l'image de la femme d'affaires. Puis regarde, je vais avoir une carrière. Ouais. Tu sais, je vais foncer. Puis. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça a toujours été dans ma tête. Pourtant, j'ai changé plein de fois dans ma tête, justement, de métier que je voulais faire, tu sais, d'aller à professeur quand j'avais 5-6 ans. Après ça, je me disais, bon, je vais être architecte. J'ai suivi un cours de design industriel au cégep, puis je dis, oh mon Dieu, je dis, c'est pas moi, j'aime ça créer, mais pas tous les petits détails, j'aime pas ça. Je dis, je vais m'en aller en droit, je vais être avocate. Puis là, après ça, je dis, je dis non, c'est pas... Puis j'ai retourné finalement en relations industrielles où il y a un peu de droit. Oui. Puis où que c'est un peu des affaires, tu sais. Puis en même temps, tu as le côté très people, des individus, des humains. Fait que le côté d'être professeur ressortait parce que là, tu peux faire du coaching, de la formation. J'avais le côté droit, qui est droit des personnes, droit en affaires, tu sais, droit labor law, tu sais, puis j'avais le côté aussi d'architecte parce que je pouvais quand même créer en relations industrielles, tu sais, tu crées des programmes, des politiques, etc. Fait que j'ai décidé de justement me lancer en relations industrielles et puis j'ai fait mes 3 ans à l'Université de Montréal. Puis après les 3 ans? Après les 3 ans, c'était le début des diplômes d'études supérieures en gestion. Okay. Fait qu'il était venu nous rencontrer à un moment donné, puis il nous avait dit, ça l'équivaut à la première, la première année du MBA. Okay. Je dis, bon, pendant que je travaille, je pourrais faire ça à temps partiel, puis après ça, je vais aller voir si ça me tente de faire mon MBA. Okay. Et, fait que je l'ai fait à temps partiel pendant que je travaillais et puis ça a pris 3 ans. Puis après ça, je me suis lancée à dire, bon, j'ai pris un petit break. Puis après ça, je suis retournée au HEC pour faire l'autre année de mon MBA. À temps plein cette fois-là? Non, à temps partiel aussi. Ça aussi, j'avais des fois, tu sais, je suis quand même une personne, on se connaît, ça fait un certain temps, on a les deux beaucoup d'énergie. Oui. Beaucoup, beaucoup. Puis là, je me disais, bon, OK, là, je vais faire ça pendant mon congé de maternité. Puis, tu sais, je planifiais dans la vie aussi. Justement, je dis, OK, là, je vais avoir mon enfant là, je vais commencer ma session. Fait que j'ai eu mon premier fils en 2003, le 1er août. Fait que je dis, parfait, ma session commence en septembre. Ça va être parfait. Quand il va dormir, je vais faire mes devoirs. C'est pas vraiment ça qui est arrivé parce que mon enfant, il dormait la nuit, mais il faisait pas de sieste. Il avait des coliques, il pleurait tout le temps. Puis là, j'étais OK, comment je vais faire pour étudier? Puis je me rappelle, j'avais des cours le soir, puis j'allaitais mon fils. Puis mon chum arrivait, puis j'arrêtais d'allaiter, je donnais. Puis je partais, puis là, tu sais, comme ça, quand ça finissait à 9h30, là, je sentais dans mon corps que mon enfant m'appelait, puis tu sais, il était prêt. Fait que je me dépêchais, fait que je l'ai fait comme ça, à temps partiel, en travaillant, puis... C'est drôle, des fois, c'est comme de l'insouciance, hein? C'est comme dire, on est comme focusé, on est habitué de rouler, là, puis t'es comme drillé comme ça, là, tu sais, avec la discipline que t'avais de la gym, on dirait qu'on reproduit ces patterns-là. Non, ça va faire, je vais mettre ça, puis il y en a pas mal, là, dans l'assiette. C'est ça, mais c'est vrai qu'on les reproduit, parce que quand tu retournes justement en arrière, quand t'es habitué comme ça, c'est comme...
C'est normal. C'est normal. Puis dans ce temps-là, pendant mon congé de maternité, j'écoutais Oprah. Oui. Moi, c'était une de mes inspirations. Là, j'étais ben, si elle est capable de tout faire ça. Là. Elle a une école en Afrique. Là, elle a un show. Elle donne au monde. Elle fait ci, elle fait ça. Mais si elle est capable, pourquoi je ne serais pas capable? Fait que tu t'en mets. Oui. Mais finalement, j'ai réussi à le finir pendant que j'étais chez SPI. À temps partiel, ça l'a pris 2 ans. Faire la dernière année. Et puis, tu sais, Martin, qui est notre propriétaire chez SPI, a été super compréhensif, tu sais, de me laisser du temps quand j'avais des examens ou quoi que ce soit pour le finir. Fait que ça a été... un bel épisode. Fait que là, tu es allée chercher ton MBA. J'étais allée chercher mon MBA, oui. Okay. Puis là, juste en termes de parcours, tu sors de l'école, tu as commencé à travailler où? Ça a été quoi, tu sais, avant de te rendre à SPI? Tu n'as pas été direct chez SPI? Non. J'ai commencé, quand on finissait en relations industrielles dans le temps, là, maintenant, il y a plein d'emplois. Oui, mais ça devait être, c'était avant-gardiste un peu. Oui, c'était plus difficile, mais mon premier emploi, ça a été chez Bureau en Gros. Bureau en Gros commençait à s'installer au Canada, puis était en grande croissance. Puis, il y avait un siège social ou un bureau régional ici à Laval, puis il m'avait embauché comme personne en dotation. OK. Donc, de faire des entrevues. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'ai été presque 2 ans là-bas. Et puis, pour grandir, il aurait fallu déménager à Toronto. Puis, à ce moment-là, j'étais pas prête à faire ça. Et j'ai quitté pour aller pour l'entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été achetée par Reitmans, mais ça s'appelait Shermax. Et puis, c'était Addition L puis Time Maternité, des boutiques qui existent encore, mais qui ont entré sous le chapeau de Reitmans. Puis, j'ai quitté parce que là, on me proposait d'être en charge de l'Est du Canada comme conseillère en ressources humaines et pas juste faire de la dotation. Et puis, après un certain temps, là, j'ai dit, je veux évoluer, puis je voyais pas la possibilité à cette entreprise-là. Et puis, j'ai changé pour aller travailler pour Vanout, les cafés. Oui. Et là, je me suis retrouvée chef des ressources humaines pour l'Est du Canada. OK. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années. Et là, quand je suis tombée enceinte, c'était à Montréal. Et puis, je voulais me rapprocher de la maison. Et puis là, dans ces années-là, le télétravail, c'était pas vraiment populaire. Non, pas vraiment. Fait que je suis partie de chez Vanout, justement, pour aller chez SPI. OK. Qui est ici à Blainville. Qui était à Laval dans le temps. OK. Oui, mais je me rapprochais pour une fille de la Rive-Nord, je me rapprochais. Donc, puis j'ai commencé en 2004. Donc... Puis là, pour ceux qui ne connaissent pas SPI, c'est quoi SPI? Ben moi, quand je suis allée aussi, quand j'ai été approchée, je connaissais pas SPI et pas grand monde à Montréal connaissait SPI. SPI, c'est une entreprise qui vient du Saguenay. On fête bientôt nos 50 ans, dans 1 an. Wow! On fête nos 50 ans et puis on est une entreprise en santé et sécurité. Donc, on vend des services de consultation, services de formation, puis des produits en santé et sécurité pour les travailleurs. C'est surtout de la vente aux entreprises. Et on a une 20aine de succursales maintenant à travers le Canada. Quand je me suis joint, on avait 9 succursales, 80 employés. Maintenant, on parle de 400 employés dans 20 villes différentes. Et puis, au départ, tu sais, quand tu es jeune, tu te dis, j'aimerais ça aller travailler pour L'Oréal. Ou tu regardes les grosses boîtes Air Canada. Oui, les gros noms. Oui, les gros noms, puis que tu as du brand awareness, puis je suis rentrée dans le bureau à Laval, puis c'était un petit bureau, mais ma rencontre avec Martin a été vraiment déterminante de mon choix. J'avais fait d'autres entrevues ailleurs, puis Martin, il m'avait parlé de sa vision, de où il voulait aller, puis il disait, je sais que j'ai juste 80 employés, certains me disent d'embaucher un conseiller en ressources humaines.
parce que j'ai pas assez d'employés pour avoir un directeur, mais il dit, moi, je pense que ma croissance va passer à travers les gens, puis c'est ça qui est le plus important, puis c'est pour ça que je veux un directeur en ressources humaines. Allez. Wow! Oui, dans ressources humaines, tu te dis, OK, c'est la place. C'est sûr que c'est la place. That's where I want to be, tu sais, c'est sûr. Puis, fait qu'il puis là, il me faisait des dessins sur une feuille mobile, puis il disait, ben là, on est à ça, mais je vois qu'on pourrait devenir ça, puis on pourrait aller là, puis je le croyais. OK. Tu connais Martin, oui. C'est un individu très humble. Oui. Très réfléchi. Très réfléchi. Oui. Discipliné. Oui. Puis, il parlait, puis je le croyais. Oui. Puis j'ai dit, ben... Puis ce qui était écrit sur le papier, avez-vous dépassé les objectifs? Oui, toujours. Oui, toujours, hein? Toujours. Là, c'était une feuille mobile, mais souvent, c'était sur des napkins. On dit ça en joke des fois, mais c'était vraiment vrai. Puis quand tu regardes, ça a tout le temps été dépensé de qu'est-ce qu'on a mis comme objectif de départ. Comme objectif de départ, oui. Puis là, tu as joint en 2004. Oui. Fait que là, ça fait 16 ans. Oui. Et là, Martin, lui, c'est quoi l'histoire d'SPI? Martin a racheté ça, c'est familial, de son père. De son père, OK. Son père travaillait pour une multinationale au Saguenay. Puis par les soirs, a commencé SPI avec notre division incendie. Okay. On fait l'inspection d'extincteurs, l'installation de systèmes de suppression dans des restaurants ou dans des gros Caterpillar. Et puis, il a commencé à faire la vérification d'extincteurs puis le remplissage dans sa cave, en terre battue, là, pendant le soir. Puis, il s'était dit, ben quand je vais faire assez d'argent, je vais lâcher ma job pour faire ça à temps plein. Et puis lui, même l'idée de faire ça, c'est qu'un jour, il était avec sa famille, qui avait pas un étable, mais une résidence en bois, puis il y avait un vendeur d'extincteurs qui était venu. Il disait, pour protéger votre résidence. Puis il n'avait pas acheté, puis ils ont eu un feu. OK. Fait que ça a été là son inspiration. Il dit, ça doit pas être si compliqué que ça, vendre des extincteurs, ça doit être une bonne job. Puis c'est comme ça qu'il a parti ça. Wow. Il y a 50 ans, puis il a fait grandir ça. Dans les années 70, c'était seulement que l'incendie, puis à partir des années 80, à vendre justement des produits de santé et sécurité. Il a fait quelques petites acquisitions. Et puis, Martin, au début des années... Martin, d'ailleurs, a fêté ses 30 ans... Ah oui, d'ancienneté. Oui, d'ancienneté, si on peut dire, oui. Où il a commencé à travailler vraiment pour l'entreprise plus sérieusement. OK. Et puis, au début des années 2000, ben c'est ça, Martin a racheté l'entreprise. Et c'est là que la croissance vraiment... ou l'hyper-croissance fulgurante de SPI est arrivée. Oui, a débuté. Où là, il y a eu plusieurs acquisitions. Puis si on regarde les 20 dernières années, c'est à peu près une acquisition par année. Là. Wow! Donc... Oui, fait que ça, c'est le fun. Fait que là, on arrive. Fait que là, tu passes ton entrevue avec Martin. Oui. Il t'écrit ça sur une feuille de papier. Oui. Puis là, tu dis, garde, j'embarque. OK. Puis c'est pas nécessairement... Je suis tout le temps game. Okay. Je suis game. Mais pour embarquer dans des affaires sérieuses, moi aussi, je suis quand même assez rationnelle, puis j'analyse, puis avant que je fasse confiance, tu sais, comme 100%, je check mes affaires. Oui. Mais là, j'avais vraiment confiance, j'avais un bon feeling, puis je disais, ben la santé et sécurité, c'est quelque chose qui risque de grandir, c'est quelque chose d'important. Bien, c'est noble aussi, ça vient en aide à la santé des gens. Bien, c'est ça. Oui. OK. Fait que j'ai embarqué et puis j'ai été embauchée comme directeur des ressources humaines à ce moment-là. OK. Puis quand j'ai commencé, il n'y avait jamais eu personne en ressources humaines. Fait que je me rappelle de faire le tour des succursales qui existaient, puis les gens... Ah ouais, ben là, je veux te parler de mon salaire, parce que c'est ça que ça fait en des ressources humaines. Je dis, ben, pas nécessairement. Ouais, mais là, il faut que j'en parle, là, c'est parce que...
Ma femme est adjointe, là, chez Bell, là, puis moi, je suis gérant ici, puis... Tu sais, il y a une différence de salaire. Fait que c'était comique au début, puis j'étais habituée d'être dans un monde où que les gens, il y avait beaucoup de gens en ressources humaines chez Vanout, fait que tu étais toujours sollicité. Oui. Là, ils ne savaient pas, les gens. Ils ne savaient même pas c'est quoi. C'est ça. Là, j'étais dans mon bureau, j'avais tellement hâte de recevoir un appel. J'avais tellement hâte, tu sais, qu'il y ait une situation, qu'il se passe quelque chose. Les premiers mois, j'ai dû pris la bonne décision. Ça a duré 2-3 mois. Puis après ça, là, j'ai never a dull moment in my life after that at SPI. Tu sais, je me suis jamais ennuyée. J'ai tout le temps... C'est qu'est-ce que Martin a réussi, tu sais, je trouve, de super bien à faire. Tout le temps créer une vision, puis que tu sentes que tu commences un nouvel emploi à toutes les années, puis de te garder stimulé. Oui. Et je pense qu'on a déjà parlé, l'hypercroissance, pourquoi tu le fais, c'est pour continuer aussi à offrir des opportunités à tes gens. Oui. Puis quand j'étais allée à Harvard, on parlait de la compagnie, bien, j'avais quelqu'un dans mon groupe qui venait de Brahma, la bière qui était achetée par Eisenhower Bush, là, puis il disait, le propriétaire ou le fondateur de cette entreprise-là, lui, il faisait des acquisitions juste pour permettre à ces gens de continuer à évoluer. Oui. Puis Martin a été bon là-dedans. T'sais, quand ça commençait à être le moindrement confortable, ben là, on faisait une autre acquisition. Oui. En fait, c'est toute une stratégie que lui avait élaborée, dans le fond, pour faire croître l'entreprise. Une stratégie d'acquisition. Puis comme tu dis, c'est une puis un autre. Là, à un moment donné, ça allait vraiment en rafale. Puis lui, il est vraiment porteur de la vision. Puis une chose, je pense, qui est intéressante aussi qu'il faut mentionner, là, tu as mentionné vite à Harvard, mais tu sais, Martin, je l'ai référé. J'ai dit, hey, peut-être que tu devrais aller à Jim Collins. Il est allé. Après ça, toi, tu es allé. Tu sais, je veux dire, tu sais, il embarque dans ces concepts-là, il s'est approprie, puis après, il se développe sa propre vision. Fait qu'il va toujours se développer. Puis parle-moi un peu de... Tu sais, là, tu as fait Harvard. C'était quoi le programme que tu as fait? Ça s'appelle GMP, General Management Program. C'est pendant 4 mois, 2 mois sur place. Oui. Là-bas, puis 2 mois que c'est à distance. C'est assez intense, assez intense. Puis Martin, lui, avait fait le programme pour entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, qui était pendant 3 ans, 3 semaines par année. OK. Et puis, il dit, bien, regarde Harvard, je pense que ça serait bon que tu ailles. Et il voulait que je vive l'expérience. Il voulait que j'acquérisse des connaissances qui étaient autres que mon filtre naturel de ressources humaines. Mais une autre des raisons pourquoi il m'a envoyé à Harvard, c'est qu'il voulait faire en sorte que je sois capable de monter une équipe, que je pouvais m'éclipser pendant 4 mois. OK. Pas être là, puis voir si l'équipe, si ça roule. L'équipe était là pour que ça roule, puis solide pour continuer sans que je sois là. Parce que il dit, c'est ça, tu sais, d'être un bon leader, c'est de donner la liberté aux gens, puis de bâtir une équipe solide. Donc, il m'en avait parlé 1 an avant. Puis l'année d'avant, c'est là que j'ai commencé à faire des transitions, des changements dans la structure organisationnelle pour me préparer pour quand j'étais pour partir. Et puis, rendu à Harvard, en tout cas, ceux qui pensent y aller, arrêtez de penser, puis allez-y. Ouais, allez-y, parce que c'est pas juste d'apprendre des connaissances, c'est des façons de voir les choses, des façons de voir le monde. Puis, c'est intense. C'était 6 jours par semaine de cours. On a juste le dimanche de congé. Wow. T'es pas avec ta famille, mais les connexions que tu fais avec les gens, puis les professeurs, puis juste la part de comment penser, comment réfléchir, parce que c'est de l'étude par des cas, puis c'est des vrais cas. Puis moi,
moi, ça, tu sais, des biographies, des vrais cas, de la lecture comme ça, de la lecture où je vais apprendre, là, j'en mange. Oui. Demande-moi pas de lire un roman. Ça non, ça sert à rien. C'est ça sert à rien. Puis, ça sert à rien. Puis, ils prennent un paragraphe pour dire que le lac était calme, tu sais. Oui, mais ça skip ça. c'est ça. Les études de cas, mais c'est vrai, tu as raison. Les études de cas à Harvard, fait que là, tu as fait ça, tu as fait des connexions. Ça fait combien de temps que tu as fait ça? J'ai fait ça il y a 2 ans. Au mois de novembre, ça faisait 2 ans que j'avais gradué. OK. Puis là, parce que là, tu n'as pas été non plus juste en ressources humaines. Fait que c'est quoi les différents postes? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Là, j'ai fait des ressources humaines jusqu'en 2013. Fait que pendant 9 ans. OK. Avant ça, Martin m'avait déjà demandé, « ça te tente-tu d'aller dans les opérations? » Il m'avait demandé ça quand je suis revenue de mon 2e congé de maternité. On avait parlé un petit peu avant aussi. Fait que je reviens en 2007, après mon 2e fils, puis il dit, « ça te tente-tu de faire des opérations? Je te verrais dans les opérations. » Puis quand j'étais chez Vanout, on m'avait demandé la même chose. Fait que je dis, « Bon. » Puis mon plus jeune avait 1 an. J'ai dit, « Écoute, je suis super flattée, ça me tente. Ça me tente. Par contre, je sais que le learning curve, ça va demander quand même beaucoup d'heures de mon temps au départ. Puis là, avec mon fils, c'est pas ça. Ça marchera pas. Je dis, moi, je revenais pour te demander de travailler 4 jours semaine. Oui, c'est ça. Puis là, tu m'offres ça. Fait il m'a accordé le 4 jours semaine. Il comprenait. Puis en 2007, encore là, équilibre travail-famille, c'était pas juste avoir un 4 jours semaine, déjà là, c'était avant-gardiste. Oui, mais j'ai dit à Martin, j'ai dit, là, c'est pas le bon timing. Mais un jour... Je vais le faire. Un jour, ça pourrait m'intéresser. OK. Puis là, en 2013, c'était plus Martin. Martin avait pris une sabbatique, tu te souviens? Oui. Il t'en a parlé. Il avait pris une année de réflexion, puis il travaillait plus sur les acquisitions. On avait un nouveau président. Et puis, le nouveau président qui a commencé en 2012, 1 an après, il dit, « ça ne te tente pas de faire des opérations? » Puis il avait appelé Martin et dit, « Hey, Kim, me semble qu'elle serait bonne dans les opérations. » Fait qu'il dit, « J'ai déjà demandé, vas-y, demande-lui. » Et puis, on m'a offert d'être DG d'une de nos divisions, la division incendie. OK. Alors là, t'as tombé... Fait que là, ça a été quoi pour toi? Parce que, tu sais, t'avais déjà un côté humain. Oui. Mais là, tomber dans un monde opérationnel où t'es dans le jour de la marmotte, là, ouais. Tu sais, ça roule, tu sais, il y a quelque chose qui se répète. Fait que ça a été quoi le changement pour toi? Bien, au début, je disais, peut-être j'aimerais pas ça. Puis j'aimais ma job en ressources humaines. Oui. Tu sais, quand t'aimes pas, on dit, le changement est facile quand t'es pas bien en quelque part ou t'es insatisfait. Mais là, j'étais super satisfaite. Fait que j'avais dit, je vais prendre le poste, mais je le teste pour 1 an. Si après 9 mois, toi, t'es pas satisfait ou moi, je suis pas bien, je veux pouvoir réintégrer mon poste de ressources humaines parce que ça fait 9 ans que je suis chez SPI puis j'aime l'entreprise. Donc, on s'était entendu. Et avec le président qui était là à l'époque, puis Martin m'a donné un super conseil. Il dit, tu sais, Kim, il dit là, je fais juste te dire, il y a des jours, tu vas te lever puis tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pris ce job-là? Et il dit, c'est normal quand tu fais un gros switch. Il dit, laisse-toi 1 an, 1 an et demi. Puis il avait raison, parce que la première année, c'était difficile. Il y avait 16 employés. C'était à peu près 90 d'hommes, 10 de femmes. C'est des techniciens qui vont installer des systèmes incendie. Donc, c'était un autre monde complètement pour moi. Et puis, à ce moment-là, j'ai entendu par la bande des années après qu'il y a du monde, pas des gageurs, mais il y avait des gens... Combien de temps elle va toffer, elle? Combien de temps qu'elle va toffer, elle? Fait que j'avais beaucoup de strikes contre moi. J'étais une femme, j'avais pas d'expérience dans le domaine, tu sais, j'étais jeune, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, on en parlait tantôt, les gens, ils veulent sentir que tu es là pour les supporter, là pour les écouter, enlever les roadblocks. Oui. Puis c'est ça que je savais faire. Oui. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai voulu comprendre leur réalité.
j'étais allée sur la route avec les techniciens. J'étais allée dans des Walmart en plein milieu de la nuit, installer des panneaux d'alarme incendie avec eux autres pour comprendre. Toutes ces choses-là, j'ai créé des événements pour les amener ensemble, à travailler ensemble. J'ai bûché la première année. On était dans une début de récession. Nous, le gros de notre clientèle est dans les mines. Puis les mines ont chuté en même temps que j'ai pris le poste. Fait que ça a été difficile, mais j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis la dernière année et demie, là, je me suis amusée. Mais à tous les jours, je rentrais dans mon bureau, je dis, bon, combien de tuiles vont me tomber sur la tête aujourd'hui? Oui, tu deviens habituée, là, ça fait partie de la ça t'endurcit. Ça t'endurcit. Mais ça revenait aux gens, ça revenait de choisir les bonnes personnes, de mettre les bonnes personnes dans ton équipe. Et puis, je me suis beaucoup attachée à cette gang de l'incendie-là. Là. Ben oui. Puis là, après 3 ans, tu es allée où? Après 3 ans, Martin m'a proposé, Martin est revenu comme président et m'a proposé un poste de VP Solutions Clients qui englobait le marketing, les ventes. C'est là que je pense que je suis arrivée. Oui, hein, c'est le service à clientèle. Il n'y avait pas de VP chez SPA avant ça. Donc là, il créait une équipe de direction. Il avait tout restructuré. Il y avait des nouvelles personnes qui s'étaient jointes. Il y a des personnes qui avaient quitté. Et on est parti. On était 4, VP et Martin. Et puis, j'ai pas étudié en marketing. J'ai fait mon MBA, oui. Pas étudié non plus, pour la vente. Mais encore là, c'est des gens. Puis j'avais une équipe quand même solide. Puis je dis, ben moi, je veux autant apprendre de toi que probablement toi, tu veux apprendre de moi. Puis je veux que ce soit un échange. Je dis, c'est toi la sommité en marketing. Fait moi, je vais t'écouter. Puis moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Ben c'est peut-être de l'aide au niveau ressources humaines, au niveau leadership ou management. Je dis ça. Tu devenais plus un chef d'orchestre, sans dire que tu étais capable de jouer de l'instrument. C'est ça. Exact. C'est ça. Et l'important, c'était d'avoir des gens qui avaient notre culture, nos valeurs, puis qui avaient de l'entrepreneurship et une curiosité. Oui. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans de temps. Et après ça, ben là, j'ai été nommée chef de l'exploitation. Et puis, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Puis là, ça a été, là, je dirais, la plus grosse transition dans les deux dernières années. Pas de chef de l'exploitation à président, plus de chef de l'exploitation parce que mes collègues devenaient maintenant mes employés. C'est ça. Donc ça, c'était... Je pense que je l'ai vu plus gros que c'était dans le temps. Et puis, je travaillais avec une coach, puis elle a dit, mais pourquoi tu vois ça de même? Pourquoi tu vois que la relation va changer? Bien, je sais pas, tu sais, maintenant, je vais faire leurs évaluations. Oui, mais si toi, tu le vois comme ça, tu vas créer ça. Oui. C'est pas bête, ça. Ouais. Peut-être que je devrais l'écouter. Puis j'ai arrêté de focusser là-dessus, puis... Ben moi, je te vois aller là, dans les comités, puis t'es excellente. Tu es une super bonne collaboratrice. Puis je vois encore ton rôle de RH, tu sais, d'être capable de dire, regarde, qu'est-ce que vous en pensez? Vous autres, on pourrait faire ça. Tu prends pas trop de place. Tu sais, il y a des présidents qui vont parler. Toi, tu laisses toujours parler l'équipe. Puis quand on sent que c'est besoin de trancher ou d'aligner, tu l'as naturellement. Je te dirais, là, il n'y a pas de... Ça se fait vraiment bien, mais je trouve ça le fun de voir. Parce que, tu sais, quand on est. Tu sais, moi, j'ai étudié en génie chimique, microbiologie, puis, tu sais, j'étais dans une grosse pharmaceutique, puis je me voyais gravir les échelons comme ça. Tu sais, on rêve tous à ça quand on est des femmes qui ont de la drive, qui ont une carrière, tu sais. Puis, ben c'est ça. Moi, j'ai bifurqué. Mon père est décédé, puis j'ai comme décidé de partir à mon compte, faire ce que j'aime dans la vie, le coaching. J'ai écouté ma passion, puis tout ça. Mais moi, je me suis retrouvée à la même place que toi avec la gang quand j'ai commencé comme coach Gazelle. OK. Il y avait 40 coachs aux États-Unis. C'était tous des coachs américains. Been there, done that. Ils avaient tous vendu des grosses business. Hey, j'étais la plus jeune francophone, une femme.
Il n'y a pas un Américain qui me parlait. Tu sais, fait que moi, ça me... Zéro, là, tu sais. Mais en 1 an, j'étais certifiée, j'avais tout traduit la propriété intellectuelle. Puis 10 ans plus tard, je suis train the trainer pour les nouveaux coachs dans le monde. Mais c'est ça, ça nous pousse aussi. Ben exact. Ça dépend de ta personnalité, mais moi, plus on me pique ou on me dit que je suis pas capable ou que je sais pas, ça me drive. Ça te pousse à être meilleure. Puis je sais pas, des fois, si les femmes je pense qu'on se met la barre beaucoup plus haute que ça. Même chose, moi dans le fond, mon ancien patron chez Wyatt, il m'avait dit à un moment donné, il dit, ben toi, on te voit vraiment pas monter, mais on te voit plus, tu sais, avoir peut-être des postes équivalents, mais dans d'autres domaines, là, tu sais, puis il faut, tu sais, puis je l'ai revu 10 ans plus tard quand j'aurais ma business, puis je disais, ben, hey, sais-tu quoi? Regarde, je suis rendue, tu sais, mais c'était pas pour me vanter, mais c'était juste de dire, tu sais, regarde, t'avais pas su voir mon potentiel, tu sais, puis il était peut-être juste pas là, mais justement, moi, ça m'a piqué comme j'étais aux États-Unis, puis j'avais écrit dans mon livre, un jour, vous allez voir, tu sais, j'étais comme, je l'ai encore, ce livre. Fait que ça, c'est dit, mais c'est ça, mais je sais pas d'où elle vient, cette drive-là. Je pense... tu sais, je pense qu'il doit avoir une part de notre éducation. Probablement. Il y a quelque chose dans nos gènes, peut-être. Puis l'éducation, moi, mes parents sont très compétitifs, puis sont très, très drivés, très drivés, tu sais. Puis dans le temps, tu sais, la pire place que tu peux être, c'est 2e place, là. Tu sais, c'était comme... ben, j'ai bien réagi à ça. J'aurais pu aussi mal réagir à ça. Puis, tu sais, tu deviens tough avec le temps. Puis, j'ai écouté un autre de tes podcasts. Puis, moi, quand j'étais jeune, là, je suis blonde rousse, mais j'étais plus rousse. OK. Fait que là, t'es rousse avec des freckles, puis là, rajoute des broches là-dedans, puis une mauvaise permanente. Oui. Fait que là, t'es pas ton meilleur. C'est vraiment pas ton meilleur. Fait que, tu sais, puis je pense que je suis rentrée au secondaire, je devais mesurer 4 pieds 6, là. Fait que toutes les choses que tu peux entendre, tu sais, rouillé, tu sais, comme traque de chemin de fer, tu t'es fait griller à travers un screen. Tu sais, toutes ces choses-là, un moment donné, ça... Tout dépendant encore là, je pense peut-être de ta personnalité, ça peut t'endurcir. Ça te rend plus fort. Ça te rend plus fort, c'est ça, je veux dire. Pas t'endurcir parce que... Non. Ça te rend plus fort. Oui, plus fort. D'où de faire un obstacle une victoire, puis de foncer, puis d'avancer. Oui. Alors là, aujourd'hui, tu es à la présidence de SPI. Oui. T'es-tu contente de ça? Tu sais, quand tu regardes ton parcours, là, tu sais... Je suis contente. Je suis contente parce que j'adore mon travail. Oui. Puis j'adore les gens avec qui je travaille. Oui. Tu sais, hier, c'est ça que je disais aux gens. Je dis, tu sais, je vous aime vraiment, puis, tu sais, sans vous autres, là, j'arriverais pas, autant personnellement que professionnellement, je dirais. Mais je dis tout le temps aux gens, tu sais, je suis juste Kim. Mais tu le fais pas pour ça. On a cette drive-là, mais tu le fais pas parce que tu vas avoir le titre. Non. Tu le fais parce que tu peux avoir, puis je te vois aller avec ton équipe. Tu as une plus grande influence, tu es capable de communiquer, de créer cet esprit-là d'équipe. Fait que on dirait qu'on a cette drive-là, mais c'est comme moi, là, je pourrais avoir un modèle complètement différent si je voudrais faire de l'argent, là, tu sais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, tu sais. Mais moi, je veux avoir un impact, là, tu sais. Ben, c'est ça. C'est plus ça qui me rend heureuse que mon cheminement. Je sais que les gens qui sont nouveaux chez nous, puis que je prends le temps, tu sais, de dîner avec eux autres, tu sais, puis là, ils me disent « Ah, moi, ton parcours me fascine, parle-moi de ton parcours, puis tu sais, comment... » Puis ça me fait plaisir de partager, mais tu sais, je suis juste Kim. Puis quand ils me voient, là, je suis non, je suis pas si vieille que ça. Puis j'ai déjà eu les cheveux roux, j'ai déjà eu le terme. Oui, tu sais, on a tous vécu des choses. Puis je veux juste que les gens se sentent, tu sais, à l'aise parce que des fois, je pense, quand les gens nous voient dans un certain poste avec un certain titre,
ils disent « Oh, this person », puis là, je le dis en anglais, je m'excuse, Cléo, mais « This person has it all figured out ». Ouais. Ah, elle a la vie parfaite. Tu sais, comme... Mais tellement pas, là. Puis quand tu as des ados, tu sais tellement que tu n'es pas parfaite, puis que you don't have it all figured out, là, vraiment pas. Ils te le rappellent à tous les jours. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Hier, je voulais prendre une photo, on fait un infolettre, puis je voulais prendre une photo de Noël, la direction avec nos familles. Fait que je voulais prendre mes 2 gars, mais vu que maintenant, c'est l'école à la maison, tu sais, ils se lèvent plus tard, là, ils n'avaient pas pris leur douche, là, ils voulaient, ah ben non, tu sais, puis là, on va prendre une photo de toi, mais mets-toi un casque. Je dis, mais non, venez. Je dis, ben là, toi, mets-toi un chapeau de Noël. Ah, parce que tu me trouves pas beau, hein. C'est ça, hein. Puis là, tu sais, ça me rappelait tout le temps. Ben, en tout cas, OK, je peux prendre une photo de toi, tout ça, mais ça a l'air comme lonely at the top, hein, ton affaire. Mais tu sais, c'est... Fait que tu te fais... Ben, c'est ça, mais c'était juste drôle. On a ri, puis... mais vraiment, de connecter avec les gens, puis, tu sais, je suis capable de manger à terre en indien, puis de manger du McDo, là, j'aime ça, là. Oui, je suis contente, là. C'est ça. Il n'y a pas de corrélation. Puis je pense que ça va aussi avec la philosophie de Martin. Ouais. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi humble et discret. Puis c'est pour ça que je dis dans son côté réfléchi, c'est exactement où il s'en va. Puis je pense que c'est entouré de gens comme ça aussi. Là, puis je vous regarde tous dans le comité de direction, vous êtes tous comme ça, des gens très... écoute, vous avez une culture incroyable. Les gens, l'humain est au cœur de tout. Fait que je pense que c'est vraiment culturel, hein, ça. Oui, puis on encourage, on veut justement que les gens fassent des choses, pas juste dans l'entreprise, mais à l'extérieur pour aider les gens. La communauté, on les encourage à faire du bénévolat, de supporter une cause. C'est important pour nous que les gens s'impliquent, puis on veut que tout le monde se sente qu'ils sont tous sur un même pied. Ben oui. D'égalité, puis qu'il n'y a pas de... Puis Martin, comme tu dis, il est comme ça. Oui. Puis je pense qu'on est toutes des personnes assez simples. On n'est pas... Assez simple, mais drivées par une vision incroyable de changer le monde. Oui. Tu sais, puis moi, c'est ça qui me fascine, tu sais, c'est dire, c'est des gens, puis là, je veux pas prendre le mot péjoratif ordinaire, mais qui font des grandes choses extraordinaires, tu sais. Puis c'est un peu ça mon inspiration du podcast, c'est de dire, il y a tellement de gens au Québec qui font des choses extraordinaires, tu sais, on parle de 400 emplois, vous autres, c'est pas en canadien, c'est sûr, mais tu sais, c'est comme... On peut-tu mettre en valeur ces entreprises-là, ces visionnaires-là, ces gestionnaires-là pour comprendre leur histoire au lieu de voir toujours les 2-3 mêmes, tu sais, là, puis on définit le succès par 2-3 personnes qui sont toujours sur les places publiques, alors que pour moi, les vrais qui font la différence, ben c'est des Kim, qui est Kim, il y a des, tu sais, et plein de gens. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant. Puis, il y a une chose que vous avez intégrée, que je trouve super le fun, que moi, j'utilise beaucoup dans mon coaching, qui est vraiment toute la notion de flywheel. Toi, tu as participé aussi au bootcamp avec Jim Collins, chez lui, dans son ranch. Alors, dis-nous un peu, c'était quoi ton expérience? Hey, ça aussi, c'était... Tu sais, là, tu les nommes en rafale, puis là, je me dis, je suis tellement choyée, je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ces expériences-là. Mais Jim Collins, on fait juste écouter ses YouTube. Tu as déjà écouté ses petits YouTube d'1 minute et demie, et puis t'es comme... Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps que tu as le goût de passer à l'action tout de suite. Fait, donc, de passer, là, j'ai passé au total 2 jours, plus ou moins, avec lui. Puis, inspirant, c'est fou. Il te pousse à vraiment à challenger ses concepts ou à mettre en application ses concepts. J'avais lu le livre Good to Great. Après ça, j'ai lu Great by Choice. Puis là, toute notre équipe de leaders, on a 28 leaders maintenant à travers le Canada, ont lu les 2 livres. On parle le même langage.
les concepts font du sens, puis ça vient nous chercher parce que, qu'est-ce qu'on disait, on est quand même des personnes rationnelles. Oui. Et c'est tout basé sur du data. Oui. C'est de la recherche. Oui. Puis, tu sais, on parlait, qu'est-ce qui pousse cette drive-là, puis on veut changer le monde, mais c'est vrai qu'en dedans de moi, c'est ça que j'ai goût de faire, que ça soit un meilleur monde. Puis, je dis pas ça parce que je pense que je suis capable de changer, mais j'ai juste le goût... De contribuer. D'avoir tu sais, de laisser ta marque, mais tu sais, dans le sens de dire, ben j'aurais fait ce petit bout-là, moi, tu sais. Oui, puis d'avoir un impact sur les gens, tu sais, il y a un dicton qui dit, c'est pas qu'est-ce que t'as ou qu'est-ce que t'as fait, c'est l'impact que t'as eu sur les gens. Oui. Puis c'est ça. Et puis, quand tu vois les compagnies dans ces livres-là, qui ont été capables, comme Southwest, que pendant que tout le monde s'écroulait, toutes les compagnies aériennes, ils continuaient à croître. Mais je me dis, ben OK, mais si eux autres sont capables, pourquoi on ne serait pas capable? Oui. Pourquoi? C'est pas parce que les autres sont ailleurs, sont américaines ou quoi que ce soit. On n'est pas plus niaiseux. Il faut juste se trouver avoir une bonne stratégie, une bonne vision, puis une bonne exécution. Puis je me rappelle, juste un peu avant qu'on commence à travailler ensemble, Martin était revenu d'Harvard, puis il avait dit, Vision without execution is just another hallucination. Oui. Puis ça m'a marqué. Tu peux avoir toutes sortes de désirs, mais si tu n'as pas un plan, puis si tu ne suis pas le plan, puis tu n'as pas de data, puis ça va être difficile. Mais à la base, c'est ça, c'est d'avoir les bonnes personnes. Puis, oui, après, mais je pense que vous êtes très bon à faire les deux. C'est-à-dire que souvent, les organisations, dans leur modèle d'affaires, ils vont avoir une plus que l'autre. Ouais. Mais tu sais, vous êtes vraiment capable d'être data-driven, tout en, tu sais, process, tout ça, tout en étant, vous avez votre grippe, votre fameuse, tu sais, peut-être parler de ça aussi, je trouve ça intéressant, vos valeurs. Nos valeurs qui sont, c'est comme ça qu'on embauche, c'est comme ça qu'on évalue. On l'a mis en acrostiche, qui est la grippe. Le G pour gagnant, d'avoir une attitude gagnante, de ne pas baisser les bras, d'être résilient. Le R pour rendre service, tout aider les gens, aider nos clients, aider la communauté. Le I pour être innovateur. Cela, tu sais, on a eu plus de défis à vraiment le faire vivre dans l'entreprise parce que au début, ben on dit on est un distributeur. Comment qu'on fait vivre l'innovation? Puis tu sais, c'est challenger le statu quo, puis dans nos façons de faire, dans nos façons de servir le client, de répondre à ses besoins. Mais on ne créait pas... on n'était pas Steve Jobs qui crée le iPod, tu sais, c'était pas ça. Mais l'innovation dans la façon d'amener la santé-sécurité au marché, tu n'es pas obligé d'inventer quelque chose comme tel. Tu peux inventer la façon de l'amener au marché. Tu peux innover dans un paquet d'affaires comme vous êtes en train de faire aussi dans votre modèle. Mais, tu sais, là, de beau, OK, je le comprends, comment, mais après ça, comment on le cascade au reste de l'organisation, puis que dans chacun de leurs postes puisse sentir qu'ils peuvent innover. Oui. Puis le dernier mot, c'est la passion. Puis ça, tu sens, tu sais, ça, c'est vraiment un feeling quand tu es en entrevue. Puis moi, je dis, tu sais, tu n'as pas de descriptif, mais tu vois les étoiles dans les yeux de quelqu'un. Oui. C'est de même que moi, j'identifie la passion, puis l'engagement. L'engagement, c'est soit que tu es une personne engagée, puis c'est pas parce que la job te fait plus la faire, tu es engagé parce que quand tu étais jeune, tu allais passer à une guignolée, tu es une personne engagée ou tu ne l'es pas. Ou tu ne l'es pas, puis c'est d'aller chercher les personnes qui sont engagées, puis qui sont passionnées. Et... ça, vous avez bâti ce concept-là de grippe il y a quelques années. Oui, il y a 10 ans, au moins 12, au moins 10 ans. Au moins 10 ans, imagine. Au moins 10 ans, puis ça, c'est tellement intrinsèque à la culture, hein? Il y a de la reconnaissance, il y a tout gravite autour de ça, les évaluations, l'embauche. Puis quelqu'un qui définit ces valeurs, là, t'aurais-tu un conseil à leur donner? C'est quoi le plus important? Oui, à part la définition, là, puis les connaître, là, mais comment, qu'est-ce que ça apporte? Ben
moi, je pense que la première chose, c'est de ne pas mettre trop de mots. Oui. Oui. De ne pas t'en aller dans 9, 10 valeurs parce que pour que les gens s'y approprient, oui. il faut qu'ils les connaissent. Pour les connaître, quand tu en as trop, ben le monde, ça tend à oublier. Puis d'y aller vraiment avec comment à date l'entreprise a évolué, puis de voir c'est quoi qui nous a apporté là, c'est quel genre de personnes qui font partie de l'organisation, quel genre de personnes j'ai choisi. Mais c'est ça, les valeurs. Les valeurs d'une entreprise, là, c'est les personnes qui ont fait les valeurs. Oui, c'est vraiment qui représente l'ADN. C'est ça. Oui. Donc, de faire participer les gens, je pense, nous autres, on avait fait participer plusieurs personnes aussi vraiment à qu'est-ce qui ressort de nos valeurs. C'est quoi les comportements? Qu'est-ce qu'on valorise comme comportement? Qu'est-ce qui est important? Puis tout ça. Puis après ça, c'est de mettre un peu plus de, comme tu disais, de définition sur ces mots-là. Mais parce que la définition peut être très différente. La passion chez SPI, c'est pas la même passion ailleurs. Non, puis le respect, puis être gagnant ou de rendre service, c'est pas la même chose peut-être d'une personne à l'autre. Il y en a ils se sentent très respectueux, mais ils vont toujours arriver 5-10 minutes en retard à un meeting. Ouais. Pour moi, ben, t'as peut-être pas respecté le temps des autres personnes. Exact. Fait qu'il faut des fois créer des exemples puis dire, ben c'est à ça qu'on s'attend. Puis des fois, quand les nouveaux arrivent, ben pas des fois. Premièrement, ils ont une intégration où on parle beaucoup de la grippe, qu'on donne des exemples. Mais après ça, c'est sûr que tu arrives en quelque part de nouveau, tu pars de quelque part d'autre, que tu as été élevé différemment. Il y a des petits ajustements. Il faut que les deux n'aient pas peur non plus, pas de confronter, mais de faire du mais des faire vivre. C'est ça, du carefrontation. Puis de dire, OK, c'était correct dans le temps de peut-être mettre une bouteille de vin sur ton compte de dépenses, mais ici, si tu lis bien, nous autres, nos valeurs, c'est ça, puis c'est comme ça qu'on opère, puis bon. Il y a toutes ces affaires-là. Fait que l'ADN, fait que ça vous a bien servi parce que, tu sais, on parle d'il y a 10 ans, on parle de peut-être, tu sais, là, on était peut-être à 100, puis là, on est rendu à 400 employés. Fait que ça vous a toujours guidé. Puis je sais que vous êtes très fort aussi pour utiliser la méthodologie top grading, s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places et tout. Et là, ça m'amène encore dans la réflexion que vous avez fait, en fait, avec Martin et toi, avec Jim Collins. Vous avez bien défini le fameux HR concept, fait qu'on a ce qui nous passionne, dans quoi on peut être les meilleurs et tout ça. Et ça nous a amené à une flywheel. Et le fait de travailler sur ces éléments-là fondamentaux, de définir ces éléments fondamentaux-là et d'utiliser un concept de flywheel qui représente un peu quel est le momentum de SPI pour aller chercher cette croissance-là. C'est quoi l'impact ou c'est quoi l'important à retenir d'une genre de démarche comme ça puis de réflexion comme ça? La première chose, c'est ça vient vraiment nous enligner. Oui. Là, les gens parlent le même langage. Oui. Les gens, ils savent. Tu viendrais puis tu demanderais, ben c'est quoi qui passionne SPI? Tout le monde pourrait te le dire. Ouais. C'est quoi, si on veut le savoir? Moi, je veux savoir. Nous autres, c'est le bien-être des gens. OK. Fait que le bien-être des travailleurs, c'est sûr qu'ils reviennent à la maison en toute sécurité. Oui. Mais le bien-être des communautés puis le bien-être de nos employés. Puis, tu sais, la vieille chaîne que même on avait appris en relations industrielles qui était, si tes employés sont heureux, ils vont rendre les clients heureux. Si les clients sont heureux, ils vont faire affaire avec l'entreprise. L'entreprise va être heureuse. L'entreprise est heureuse, ben, elle fait de l'argent, puis elle va réinvestir dans ses employés. Fait que c'est un peu ça comme... Tu sais, qu'on a parti de ça pour dire, ben on va bâtir notre flywheel à partir de ça. Et c'est le concept de « pay it forward ». Oui.
Exact. Fait que pour ceux qui connaissent pas le Flywheel, c'est le dernier livre de Jim Collins a écrit. Oui. Et c'est comme un court résumé où il explique, dans le fond, les modèles d'affaires qui ont eu du succès, comme Amazon, t'as Giro, t'as une clinique médicale, la clinique de Cleveland. Tu sais, t'as plusieurs... T'as une école. T'as une école. Fait qu'il explique qu'est-ce qui a fait le succès de ces grandes entreprises-là. Et il le reporte en concept, donc 2, 3, 4 éléments qui donnent un momentum à force de respecter ça. Alors ça, vous vous êtes servi de ça, vous l'avez défini, vous êtes servi de ça. Et comment ça se cascade dans l'organisation? On a commencé parce que notre Flywheel a 4 gros éléments, 4 composantes qui commencent avec les personnes, justement. OK. D'embaucher et de développer des personnes qui ont de la grippe. OK. Ah, fait qu'on a repris le concept des valeurs là-dedans aussi. Puis, la Flywheel, quand je suis allée à Jim Collins, la bonne chose que je ne suis pas allée en même temps que Martin. Martin, il est allé, il nous a fait lire le livre. Fait que là, on était un peu familiers. Puis là, quand je suis allée, on avait déjà avancé sur des affaires. Fait que j'ai pu demander à Jim Collins lui-même, « Mais qu'est-ce que tu penses de la Flywheel, de notre Flywheel? » Puis qu'est-ce que... Tu sais, il dit, « Ah non, c'est bon. » Parce que de partir des gens, c'est son premier concept. Mm-hmm. Get the right people on the bus, on the right seat first. Oui, exact. Première chose. Fait qu'on s'est dit, si on fait ça, si on a les bonnes personnes, puis qu'on les forme, puis on les développe, là, notre deuxième élément, c'est vraiment l'expertise santé-sécurité. Oui. C'est vraiment de bâtir, développer notre expertise santé-sécurité. Si on est capable d'avoir justement cette expertise-là, notre service à la clientèle, c'est notre customer experience. Avoir une marvelous customer experience, ça, c'est notre troisième composante, tout ce qui est l'expérience client exceptionnelle. Et puis, notre dernière composante, si on a ça, on s'est dit, en temps normal, on devrait augmenter notre profitabilité par client parce que les gens, ils vont nous faire confiance, ils vont rester avec nous, ils vont acheter des services à valeur ajoutée pour nous qui ont probablement des marges plus élevées et puis on va aller chercher une meilleure profitabilité qu'on va réinvestir dans notre première composante qui est le talent. Les talents, les gens, les formations pour nos gens. Oui. Mais là, je te parle de tout ça, Cléo. Ça a de l'air simple. Ça a de l'air facile. Quand tu me le dis, ça a tellement de l'air facile. Ça a de l'air facile, hein, mais je dis, quand Martin là, est allé à Jim Collins, puis il est revenu avec ça, puis on a lu le livre, là, ça a pris, pour développer le jog, là, quasiment une journée. Oui. Puis on n'était pas confirmé, là. On a fait des dessins. Puis après ça, le Flywheel, c'était quasiment des bonhommes allumettes. Puis là, on était là, ouais. Fait que, puis ça, c'est il y a 2-3 ans. Là, elle est dans le béton. Là, on a fait un poster. Fait que là, on est comme, tu sais, là, on l'a couché. Oui, oui. Mais encore là, ça se pourrait... On s'est mis dans chacune des composantes des indicateurs clés, tu sais, des KPI. L'idée, c'est de voir en bout de ligne, si on améliore toutes ces composantes-là, est-ce que vraiment ça va nous donner plus de profit au bout de la ligne? Parce que c'est ça, la Flywheel. Oui. Si elle ne roule pas plus rapidement, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Exactement. Fait que là, on est au mode testing. On l'a partagé avec tous nos employés. Oui. Dire ça, c'est important. À partir de là, ensemble avec ton aide qui nous a enlignés, on a été capable de développer les activités puis les milestones dans chacune de ces composantes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Puis là, on a tout partagé ça avec les gens. Puis la dernière initiative qu'on a faite, c'est de dire, OK, toi, tu travailles dans l'entrepôt, dans lesquelles des initiatives clés qu'on a dit qu'on ferait cette année, tu te retrouves? Qui sont reliés à ton Flywheel. À ta Flywheel, parce qu'on a 11 initiatives clés qui vont nous aider dans notre Flywheel, mais toi, tu vas être capable de nous aider dans nos backorders, toi. Ouais. Parce que tu vas être capable de lever la main s'il y a un problème de stock ou quoi que ce soit. Fait que là, je reviens, ça me fait penser à Picasso qui a dit « J'ai passé ma vie à essayer de peindre comme un enfant.
Mais tu sais, de peindre, puis d'avoir ça a de l'air simple, mais c'est un art d'une vie. Moi, je pense que le travail d'SPI des dernières années, c'est un art d'avoir été capable de vulgariser une stratégie de croissance pour que n'importe quel employé dans l'organisation trouve un sens à son travail, puis de dire, c'est important que je diminue le backorder ou qu'on livre à temps. Bien, il est capable de faire une corrélation, de dire, ben oui, parce que moi, je contribue dans cet élément-là, puis by the way, on va avoir un impact sur la santé des travailleurs, puis c'est ça notre but, mais on va offrir la meilleure expérience, puis on veut réinvestir, tu sais, si on a les profits désirés, on va réinvestir, puis on va être capable de s'améliorer pour offrir la meilleure expérience, aider nos clients. Ben c'est ça. Fait que là, mais je trouve ça le fun, c'est puissant, là. Oui. Ça tient sur une page. Ça tient sur une page. Les gens, on fait tout le temps des sondages, on fait des rencontres trimestrielles qui sont comme des town halls où qu'on parle de ça. Et depuis qu'on a commencé à parler de la stratégie de l'entreprise à tous les employés, pas juste à nos leaders, les sondages reviennent, puis les gens sont de plus en plus satisfaits, puis on comprend où on s'en va. Mais là, cette année, on la teste, la flywheel. OK. Donc, là, les gens commencent à... Ça fait longtemps qu'on l'a dans la tête de voir, on se disait, il faut que chacun soit capable de voir c'est quoi son impact, pourquoi sa job est importante chez nous. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais d'être capable... Tu sais, c'est ça que tu nous apportes, d'être capable de le mettre clair aussi, puis de synthétiser, puis d'arriver à quelque chose que ça a l'air simple, puis que tout le monde comprenne. Parce que quand c'est compliqué, le monde n'embarque pas. Non. Le monde embarque. Moi, j'embarque pas. Moi, quelqu'un qui m'envoie un courriel avec 30 lignes, là, tout ensemble dans le même paragraphe, là, je lis pas. Non, mais je veux pas. Je veux 3 points de forme. Puis encore plus, je regarde mes enfants aujourd'hui. Tu sais, non, envoie-moi une vidéo ou envoie-moi, tu sais, un message texte, même pas écrit, tu sais, vocal. Exactement. Fait que, mais c'est ça, mais je pense que vous y arrivez, là. Puis, je te dirais, tu sais, tantôt, tu avais la belle citation de Martin qui dit, tu sais, quand on c'est beau avoir la vision, mais si on ne l'exécute pas. Mais moi, je pense que ça, c'est réellement un moyen pour arriver à opérationnaliser une stratégie, la vulgariser, la rendre simple et l'exécuter. Puis, c'est la clé de la croissance. Tu sais, quand tu reviens à base, là, tu sais, puis là, on revient à la rigueur, la discipline que tu as eue quand tu étais jeune gymnaste, bien, ça revient à donner cette rigueur-là, cette discipline-là, mais avec l'objectif ultime de dire, voici l'impact qu'on va avoir. Et là, c'est là que tout le monde trouve sa Nadia Comaneci. Mais pense-y, là, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça, puis c'est de prendre le temps, puis quelqu'un qui veut se lancer dans la démarche d'hypercroissance, c'est de se laisser le temps. Puis tu nous l'avais dit quand on a commencé. Là, nous autres, je sais pas si tu te rappelles, on était dans un bel hôtel à Montréal, dans une belle salle, en tout cas, salle créative. Puis nous autres, non, on va tout faire ça. Tu nous avais tout parlé des concepts. Puis Puis là, tu avais dit, tu sais, d'habitude, la première année, déterminez votre BHAG, tu sais, le RIP, les huddles, tu sais, juste ça, là, c'est gros. Là, je sais que tout le monde me regardait comme avec des... qu'est-ce qu'elle dit là? Non, nous autres, c'est pas pareil. Tu sais, c'est ça. C'était un peu ça. Mais d'un autre côté, c'est... Puis à chaque fois qu'on se rencontre, on attaque un nouveau concept. Puis c'est ça... C'est de savoir l'ordre. Dans le fond, qu'est-ce que j'aime, là, c'est qu'il y a une recette. Il y a une recette. Puis si tu as suivi la recette, ça fonctionne. Ça marche. Ça marche, tu sais. Puis les huddles, au début, ça a été difficile. Mais ça fonctionne. Tout ce rythme-là, d'avoir les rencontres aux semaines, d'avoir les rencontres aux mois, ça fonctionne vraiment. Mais vous avez été bon dans la rigueur et la discipline. Parce que souvent, les gens vont faire 2 jours de retraite stratégique. Tout est beau. Wouhou, on est mobilisé. Une petite activité de team building. Puis là, lundi, on revient, puis c'est la même affaire.
Ouais. Tu sais, le challenge est là. Tu sais, Ouais. vous autres, vous avez eu cette rigueur-là. Je pense que ça fait partie, tu sais, quand je dis vous avez les deux volets, là, autant le process que l'individu, là, c'est ça qui est vraiment, vraiment génial. Alors là, quel est le grand rêve audacieux pour SPI? Le grand rêve audacieux, bien, tu vois, ça fait... on l'avait établi ensemble. Oui. Et là, il est dans 21 ans. On est rendu là dans 21 ans. Donc, c'est d'être le carrefour de la santé-sécurité en Amérique du Nord. Ça veut dire aux États-Unis, au Mexique. Puis, c'était d'être x10. Oui. Là, on est rendu qu'il faut être x5. OK. On avance. Puis, juste avant de se rencontrer, je regardais le scaling up. Puis, tu sais, il y a une phrase en bas dans les premières pages, je dis, ben c'est d'être x3 tes profits. Oui. Ben, tu sais, en 4 ans, oui. on l'est, mais tu sais, mais c'est toujours de... Puis Jim Collins, je disais, OK, mais quand on va être rendu, là, c'est quand est-ce qu'on commence à penser à notre autre BIAG? Oui. Parce que là, on avance, là, mais tu sais, ça sera plus un BIAG quand on va être à, je sais pas, un 100 millions de proches, là, il dit, ben c'est pour ça. Il dit, si t'en as fait un sur 25 ans, ben à 20 ans, il faut que tu commences à y penser. Au prochain. Puis tu commences à en parler à 21 ans à ton équipe, puis vous commencez à mettre quelque chose d'autre en place, un autre BIAG, pour continuer à avoir cette ambition-là, cette drive-là. Oui. Fait là, on avance. On n'est pas là. Non, mais on parle. Non, mais tu sais, je regarde, tu sais, je suis sûre que Martin, il a déjà écrit sur un bout de napkin toute sa vision pour le futur, puis c'est très, très clair où vous en allez. Fait que vous n'êtes pas là, mais je suis sûre que le chemin est très, très clair pour y arriver. Oui, le chemin est très clair, puis il est encore plus clair depuis qu'on a fait l'exercice du 3HAG, parce que le BIAG, on regarde des horizons, Jim Collins disait il faut que ce soit au moins 20 ans, 20-25 ans. Le 3HAG, ça, c'est... Fait que ça, pour ceux qui connaissent pas ça, en fait, je vais sortir la version française en 2021 du livre de Tree Hagway de Shannon Susko. Et elle, dans le fond, elle s'est rendue compte que dans la méthodologie Scaling Up, il y avait un trou. C'est-à-dire que tu parlais beaucoup de ta vision, puis tu parles beaucoup de ton exécution puis de tes rencontres, mais comment définir correctement une vision 3 ans puis l'opérationnaliser si on l'a travaillé ensemble? Puis ça a vraiment porté fruit. Hein, mais on était rendu là. On était rendu là parce que le livre, une de mes collègues l'avait lu pas longtemps après Scaling Up, après l'hypercroissance, puis elle a dit, wow. Tu sais, c'était comme, mais on n'était pas rendu là parce que là, on pensait au long terme, on pensait à la routine, au rythme. Mais une fois que tu as adopté ça, le 3HAG Way, quand je l'ai lu, tu sais, c'est toi qui as dit, ben, lis-les. Là, j'étais mais c'est... Mais non, mais c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Ah, mais non, mais c'est ça. Puis, on a déterminé les swim lanes. Puis c'est tellement graphique, c'est... Oui. Fait que les swim lanes, pour ceux qui ne comprennent pas ça, fait que là, l'idée, c'est d'aller voir le livre, mais c'est de comprendre les éléments différenciateurs puis tout ça. Fait que, ceci dit, on pourrait en parler des heures. Toi puis moi, on est passionnés de ça. Je m'en rappelle, on était chez la coiffeuse en train de faire nos mèches, une en face de l'autre. Puis on parlait de... Écoute, comment qu'on peut faire ça? Ben, c'est là que tu me suggérais le 3HAG Way, On avait tous nos papiers, là. Nos beaux papiers. Très chic, là, mais on parlait de ça. Ben, tant mieux. Garde, ça porte tes fruits. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Parce que tu as dit, je suis juste Kim, mais qu'est-ce que je peux souhaiter à Kim dans les prochaines années? Mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Hein? C'est... ça va faire cliché, mais moi, qu'est-ce que je me souhaite, c'est que je continue à être toujours une meilleure version de moi-même, puis que mon rôle premier, c'est mon rôle de mère, puis que je réussisse à élever 2 garçons qui vont devenir des gentlemen, puis qui vont contribuer à la société, puis qui vont
j'essaie de partager beaucoup avec eux autres qu'est-ce qu'on fait chez SPI pour qu'il y ait ce goût-là de redonner aux gens, puis d'avoir un amour pour les gens, puis d'aider. Fait que si on se rend compte dans 10 ans, puis ils contribuent, puis qu'ils aident les gens, puis que c'est des personnes honnêtes, puis juste qui veulent aimer les gens, ben moi, je vais être comblée. Tu vas être comblée. Ouais. Mais je ne suis pas inquiète avec la maman que tu es et la femme extraordinaire que tu es, Kim. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager. Merci de nous avoir expliqué un peu les recettes qui ont contribué au succès d'SPI puis qui vous permettent d'avoir une vision claire. Donc, je te remercie beaucoup. Bien, merci à toi de me recevoir. Puis, merci aussi de toute la contribution que tu amènes à notre équipe de direction, puis qui se cascade au niveau de l'organisation. Les gens, à chaque fois que tu viens, sont pompés pour le prochain mois, sont craqués, comme on dit. Puis, ça fait toujours du bien d'aller chercher de ton inspiration. Fait que tu nous inspires beaucoup. Fait que merci pour ça. Bien, c'est moi qui te remercie. Merci, Kim. Merci. Tous les autres épisodes d'Histoire d'hypercroissance sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube. Pour du contenu exclusif, rendez-vous sur la page LinkedIn Hypercroissance ou sur le site hypercroissance.com. Au plaisir de vous y retrouver très bientôt.